Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être ici pour cette rencontre. Valérie, on va parler de votre filmographie en détail, j'ai prévu plein de questions. Mais vous êtes venue aussi avec deux de vos collaboratrices. Alba Théron, donc vous êtes assistante réalisatrice. Couteau suisse. Moi, je ne prends jamais la parole en public, donc c'est très compliqué pour moi. Et je ne suis pas assistante réalisatrice, je suis script aujourd'hui, mais sinon, je suis couteau suisse. Je suis le couteau suisse de Valérie Donzelli depuis 12 ans, je crois. Et aujourd'hui, je suis script et je fais mon premier long métrage avec Valérie en tant que script, mais c'est très récent pour moi. Voilà. Alors ça fait quoi couteau suisse du coup? Couteau suisse, ça fait fourchette, couteau, cuillère. Ça fait plein de choses. Ça fait des costumes de l'assistanat en tout genre, à droite, à gauche. Je sais pas, ça s'improvise et j'adore ça. Voilà. Super. Bah, ça fait qu'Alba, par exemple, je lui dis viens, on va faire un film pour la 3e scène, et puis elle prend le son. Alors, elle n'est pas du tout ingénieure du son, mais voilà, elle est capable de faire ça. Puis après, il faut monter un petit film de documentaire fait avec des photos. Ben, je regarde un tuto et je le monte. Ouais. Non, mais voilà, c'est une partenaire. Pauline, c'est vraie monteuse. Ma monteuse. Mais bien plus que ça, puisqu'on se connaît depuis maintenant 18 ans. Puisque j'ai commencé à faire des films avec Pauline. Et la date est très précise dans ma tête, puisque le premier film que j'ai fait, c'est Il fait beau dans la plus belle ville du monde. Et j'étais enceinte de ma fille qui a aujourd'hui 18 ans. Donc voilà, ça fait 18 ans qu'on se connaît, ma chérie. Et Pauline a monté pratiquement tous mes films, sauf peut-être un documentaire et 2 documentaires. Les 2 documentaires que j'ai faits qui ont été faits par d'autres monteurs, parce que Pauline n'était pas là. Et voilà, donc c'est un vrai... c'est une énorme... La partie ciseaux du couteau. Voilà, la partie ciseaux du couteau suisse. Excellent. Très bien aiguisé. Bon, ben, j'espère que vous nous en direz un petit peu plus toutes les deux sur votre contribution à chaque fois au film, puisqu'on va passer des extraits. Donc, je suis sûre que vous aurez plein de choses à nous raconter, plein d'anecdotes sur vos rôles respectifs, justement, de couteau, ciseaux, etc. Bon, je vais commencer par le plus évident. Valérie, le dénominateur commun de votre filmographie, je pense que c'est le couple, la question de l'intime, l'amour sous toutes ses formes. Est-ce que c'est une description qui vous paraît juste ou... Oui, si, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que quand on fait des films, on se dit pas, on pense pas forcément les choses comme ça. Donc c'est toujours intéressant de se dire que oui, finalement, si je regarde avec un peu de recul les films, effectivement, ça parle beaucoup d'amour et beaucoup de choses très intimes, c'est vrai. Pourquoi vous revenez à cette thématique, à votre avis, justement? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la chose la plus importante dans la vie, la question de l'amour et de l'intimité. Ce qui m'intéresse dans les relations avec mes amis, mais même dans les livres, dans les films, c'est quand on est connecté à l'intime et qu'on arrive à nous raconter qu'est-ce que c'est que cet intime, parce que finalement, il est différent pour tout le monde et en même temps, il y a un endroit d'identification qui fait que tout le monde se reconnaît dans certaines situations, dans certains sentiments et dans la complexité de la relation sentimentale dans toutes ses formes, en fait. Je crois que vous avez dit que vous aimez partir de quelque chose d'intime, justement, qui vous est peut-être arrivé à vous, pour ensuite le transformer en quelque chose d'universel dans vos films. Oui, je dis souvent que j'aime partir de mon nombril pour faire un zoom arrière très très grand et surtout pas raconter la petite histoire, parce que la petite histoire personnelle, ça n'intéresse personne. Ce qu'il faut faire quand on raconte des films, et d'ailleurs c'est difficile à réussir, mais c'est de raconter quelque chose de plus universel, donc de réussir à comprendre qu'est-ce que c'est que l'intime, l'endroit où les gens vont pouvoir s'identifier. Et comment on fait ça? Comment on arrive à se détacher du nombril, justement? On le fait avec plein de gens, on le fait en écrivant des histoires, avec des scénaristes, on le fait en montant le film avec une monteuse, avec un couteau suisse, avec un preneur de son. Enfin, pour moi, le cinéma, il est vraiment très collectif et je me vois quand même comme une sorte de chef d'orchestre quoi, qui transmet une idée et puis en même temps qui travaille avec des gens talentueux et qui essaye de
voilà, de les diriger aussi d'une façon comme des acteurs presque. Enfin, c'est toutes les personnes qui travaillent avec moi, j'ai l'impression que je les dirige un peu comme des acteurs en fait. Et puis j'aime bien leur laisser de la place aussi. Vous confirmez, Pauline, Alba? Absolument. Non, vraiment, il y a à la fois une grande maîtrise chez Valérie, mais aussi un désir aussi d'être une éponge et de prendre les idées et sans qu'il y ait à aucun moment une revendication de propriété. C'est très libre et très joyeux. Alors, pour rester sur cette thématique de l'amour, on va lancer un premier extrait, qui est un extrait de votre premier long métrage, La Reine des Pommes. Voilà, je vous laisse regarder l'extrait. C'est un film qui démarre sur une rupture, et puis on en reparle après. D'accord. C'est le premier anniversaire que je fête sans Mathieu. Tu n'arrives pas à l'oublier. Aujourd'hui encore, c'est un peu dur. Je crois que je n'y arrive pas. Tout encore en moi est si obscur. J'étouffe, étranglez-moi. Car je n'ai pas le courage de m'y prêter moi-même. Ma force me manque, je voudrais mourir. Étranglée comme une héroïne d'Hitchcock, assassinée par son amant qui l'aimait tant. Aujourd'hui encore c'est un peu dur. Je crois que je n'y arrive pas. Il a ouvert moi cette blessure. Je souffre, étranglez-moi. Car je n'ai pas de courage de m'y prêter moi-même. La force me manque, je voudrais mourir. Étranglée comme une héroïne d'Hitchcock, assassinée par son amant qui l'aimait tant, l'aimait tant, l'aimait tant, l'aimait tant. Il faut que tu couches avec d'autres hommes. D'autres hommes. Alors, donc, La Reine des Pommes, c'est l'histoire de la reconstruction de cette héroïne après une rupture, qui va passer par d'autres rencontres avec d'autres hommes. Et puis, il y a cette séquence chantée qui est une petite marque de fabrique qu'on va retrouver plusieurs fois dans votre filmographie. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Alors, c'est pas que ça me plaît, c'est que en fait, j'avais l'impression que quand j'ai écrit ce scénario, je me suis dit, mais raconter le manque amoureux, la souffrance de l'absence de l'autre dans un dialogue, ça me paraissait très théâtral en fait. Et je me suis dit, la seule façon de pouvoir le dire, c'est de le chanter. J'avais l'impression que la chanson permettait de raconter une émotion pure, que le dialogue ne pouvait pas, que ça ne résisterait pas au cinéma de faire ça juste dans une théâtre. C'était plus le registre du théâtre pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser des chansons. Alors, il se trouve que ces chansons, je les avais écrites il y a très longtemps, en fait, quand j'étais enceinte de Gabriel, mon premier enfant, et avec une amie qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Alice. Et en fait, moi j'étais enceinte de mon fils, et je me suis dit, comme je suis enceinte, je vais pas travailler, personne va m'embaucher comme actrice et tout. Et comme je suis un peu hyperactive et tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire des chansons. Et je me suis mise à écrire des chansons, et puis j'ai embarqué ma copine avec moi, qui chantait bien et tout, puis on s'est mis à écrire des chansons, qui écrivait bien aussi. Et ça, c'est des chansons donc, qui viennent de cet opéra qu'on avait écrit. Et c'était l'idée, je voulais en faire un disque musical, une comédie musicale, mais qu'on écoute, pas filmé, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas que je ferais des films. Donc c'est marrant, comme quelques années après, pour La Reine des Pommes, j'ai utilisé quelques chansons de ce registre. Voilà. J'aime beaucoup le petit détail sur Hitchcock. Où on a déjà l'idée que l'amour et la passion, ça peut aussi induire quelque chose de très violent. Et là, c'est fait avec beaucoup d'humour noir. Mais c'est une thématique qui va revenir aussi dans votre filmographie. Et les chansons aussi vont revenir dans votre filmographie. Donc là, on sent en fait déjà la genèse un petit peu de ce que vous allez faire par la suite. Oui, alors après, c'est pas calculé. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est le cinéma est un endroit de pure liberté. Donc, je fais
j'aimais des chansons parce que ça me plaît, et puis j'ai l'intuition que ça va fonctionner, mais c'est pas une recette. Et dans les autres films, pareil, quand il y a des chansons dans mes autres films, c'est toujours lié à un sentiment qu'on exprime, en fait. Le film Marguerite et Julien, je l'avais écrit 14 chansons pour le film, que j'ai pas mises finalement, parce que justement, j'avais trop peur de la référence à Jacques Demy, le conte, avec les chansons et tout ça. Mais ça m'a aidé à écrire le film. Et finalement, le film est assez musical, sans chansons. Il y a beaucoup, beaucoup de musique. Enfin, c'était quelque chose de... Voilà. Dans les autres thèmes récurrents, on va dire, qu'on retrouve dans vos films, il y a aussi la narration en voix off, qui revient dans quasiment tous vos films. Pourquoi ? C'est pareil. Moi, j'aime raconter des histoires, et c'est vrai que je trouve que dans les films, quand à un moment donné, un narrateur porte le récit, ça repose, en fait. Ça repose l'esprit, le spectateur, le film. Et puis, ça permet de raconter plein de choses, de faire des ellipses. Alors, je ne suis pas la première à avoir fait ça. Agnès Varda le faisait, Truffaut. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive très naturellement, en fait. J'ai du mal à faire sans. Dès l'écriture ? Ouais, c'est toujours, ouais. Et quand c'est pas un narrateur, c'est forcément un personnage qui raconte son histoire, comme dans L'amour et les forêts, par exemple. Ouais. On va lancer le deuxième extrait, qui est un extrait de La guerre est déclarée. Et on en reparle juste après. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Allez. Non, madame, vous restez pas pendant le scanner. On viendra vous chercher dans la salle d'attente. Il y a pour combien de temps ? Voilà, mademoiselle. Merci, monsieur. Là, le professeur Fitoussi va venir vous voir. Regagnez votre chambre. Non, dites-moi s'il y a quelque chose. Venez, vous allez dans votre chambre. Non, vous me dites maintenant Il s'il y est a en quelque salle chose. de... Vous me dites maintenant s'il y a quelque chose. Laissez-moi passer. Monsieur, dites-moi s'il y a quelque Mademoiselle, chose. vous n'avez rien à faire ici, je vous demande de sortir. Non, je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit ce qu'a mon fils. S'il vous plaît. Il a une tumeur au cerveau. Donc dans ce film qui est sorti en 2011, vous rejouez un moment douloureux de votre vie personnelle, qui a été la maladie de votre fils. Je rejoue pas, je mets en scène plutôt une histoire qui a été, au moment où ça m'est arrivé, une façon pour moi je pense, de ne pas sombrer. Et donc je me suis dit tout de suite, si ça m'arrive, c'est qu'il faut que je raconte cette histoire, j'en ferai un film un jour. Donc j'ai été obsédée par cette idée, en fait, de raconter qu'est-ce qui se passe quand on est traversé par une histoire si dure. Vous jouez aussi le rôle principal. Qu'est-ce que ça fait, en tant qu'actrice, d'incarner ce moment qui est inspiré aussi par un moment difficile de votre vie personnelle ? Alors, au départ, je ne voulais pas jouer dedans, parce que je me disais, oh là là, ça va être trop compliqué. Et en même temps, je voulais pas...
en même temps, c'était compliqué parce que, comme Jérémy jouait le rôle, c'était difficile de trouver une actrice. J'avais peur que l'actrice s'empare du rôle pour en faire une performance, en fait. Et ça me plaisait pas trop dans l'idée du film, parce que je l'avais un peu écrit aussi comme c'est bizarre, mais comme une comédie, comme un film assez léger quand même. Je voulais pas du tout qu'on soit pris en otage par l'émotion. Le sujet était suffisamment fort pour pas justement faire un film dramatique, quoi. Donc, de fait, il était dramatique. Et finalement, j'ai décidé de jouer dedans parce que je me suis dit que ce serait plus simple. Et d'ailleurs, comme pour La Reine des Pommes, je joue dedans parce que c'était plus simple de jouer dedans. En fait, j'ai joué dans mes films pas pour m'écrire des rôles, mais parce que c'était plus pratique. Ouais. Plutôt que de trouver une actrice alors que j'avais jamais rien fait, tout ça. Enfin, je me suis dit, moi, je vais jouer dedans. Vous dites que vous ne vouliez pas prendre en otage le public. Vous faites quelque chose avec ce film que vous allez refaire avec L'amour et les forêts, qui est de démarrer par la fin, pour justement soulager peut-être immédiatement le public en disant il ne s'agit pas de ça en fait dans le film. C'était conscient déjà à ce moment-là de vouloir commencer par cette séquence. Oui, c'était pour moi très important. C'est-à-dire que le film devait démarrer avec l'enfant plus âgé, pour qu'on sache que l'enjeu du film n'était pas la question de la vie ou de la mort de l'enfant. Au contraire, c'était vraiment le sujet du couple, d'un jeune couple qui est traversé par une tempête alors qu'ils viennent d'être parents, quoi. On l'a vu dans cette séquence, il y a peut-être une bonne occasion de parler du montage, cette séquence un petit peu clippée dans le couloir. Quel est votre rapport au montage ? Est-ce que dès l'écriture, vous imaginez visuellement comment le montage va intervenir ? Est-ce que c'est une discussion que vous avez toutes les deux en amont ou pendant la production, ou tout se fait à la fin ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe ? Vas-y. Non, on n'en parle pas vraiment avant. Valérie me fait lire les étapes d'écriture. Et après, on en parle pendant le tournage, parce que souvent je commence à monter en cours de tournage, donc c'est à ce moment-là vraiment qu'on en parle, mais on n'a pas vraiment de discussion sur le montage à proprement parler. C'est plus des questions de récit, d'écriture, de rythme du scénario, mais on ne parle pas de montage. Le montage, c'est quand même assez, c'est assez concret, quoi. Donc c'est difficile d'en parler de manière abstraite avant que le film ne soit tourné. Mais c'est marrant, dans l'extrait qu'on voit là, ça me fait penser à une expression que tu avais eue, Valérie, qui disait de faire ce film les doigts dans la prise. Et il y a quelque chose d'extrêmement électrisant, je trouve, dans cette scène qui est voilà, c'est vraiment les doigts dans la prise, quoi. Après, sur La Guerre est déclarée, j'avais souvent, quand j'écris les scénarios, j'ai une playlist de musique et tout ça, donc je savais que cette séquence, il y aurait cette musique. Donc quand je l'ai écrite, je savais que c'était cette musique, et quand je l'ai tournée, je savais. Et en fait, je voulais, comme pour La Reine des Pommes, les chansons racontent le sentiment, je voulais que la danse raconte la douleur. Parce que je me disais, la douleur, c'est quelque chose de très physique, et c'est compliqué de réussir à le retranscrire au cinéma. Alors, c'est un peu raté, je trouve, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire un film où il y a vraiment de la danse, quoi. Alors là, il y a ce petit extrait. Jérémy aussi, quand je l'appelle plus tard, Roméo, le personnage de Roméo, il tape sur des garages comme ça, et c'était pas complètement réussi, mais finalement, il en reste quand même quelque chose de très physique, et c'était ça que je voulais aussi réussir à transmettre. Et puis c'est marrant parce que c'est la musique de Yuxek, et Yuxek après a fait la musique de Marguerite et Julien, donc c'est aussi comme des poupées russes, les films. Et puis j'aime beaucoup cette scène parce que elle raconte vraiment l'anéantissement de quelqu'un, et qui sort sa rage parce qu'elle sait qu'après elle va devoir prévenir quelqu'un d'autre. Et donc c'est comme si elle sortait toute sa colère et toute sa rage jusqu'à l'évanouissement, et après elle est portée par cet infirmier ou ce brancardier qui la porte comme ça avec ses gros bras. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement joli là-dedans. Et c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, on assiste à des scènes très tragiques. Et on voit toujours des gens pleurer, on voit des gens... C'est des endroits de vie et de mort qui cohabitent, et il y a beaucoup de récits tragiques, et donc on voit des gens dans des états rares. Hein. C'est rare de voir ça, donc c'est tout à fait plausible que ça existe, cette chose-là de quelqu'un qui ramasse quelqu'un, qui le porte, et qui sait que voilà, elle traverse quelque chose de violent, quoi.
Et en même temps, vous avez une mise en scène et un montage qui sont toujours très inventifs, voire ludiques. En fait, il y a beaucoup d'effets de style, beaucoup de création dans la manière dont les images sont présentées. Et c'est ça qui rend le film aussi, comme vous le disiez, moins sombre, très touchant, mais en même temps très dynamique. Et ça, j'imagine que c'est une discussion que vous avez aussi. Alors, c'est pas vraiment une discussion, mais en fait, ce qui est assez jubilatoire avec Valérie, c'est qu'elle adore s'emparer de tous les outils du cinéma, que ce soit ce qu'on a dit, la voix off, la musique, la danse, les fondus, les split screens. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui se sert de tous les outils possibles et imaginables pour produire du récit, de l'émotion. Et donc, on a ce goût en commun. Par notre cinéphilie et par notre amour du cinéma, on a cette espèce comme ça on se donne cette liberté-là de ne pas avoir d'a priori ou de position dogmatique et vraiment de faire feu de tout bois. Et donc voilà, c'est quelque chose c'est un peu dans notre ADN, quoi. Oui, complètement. Et puis on aime s'amuser aussi à travailler dans le plaisir et tout ça. Donc on essaye plein de choses. D'ailleurs, souvent on a une phrase, comme je dis, si on savait, on essaye tout de suite. Voilà. Et hop, on essaye et on pose les musiques comme ça et hop, on regarde et on se dit, ah non, voilà. Mais pour raconter, c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé à faire des films, c'était donc avec Pauline, puisque le premier court-métrage, Il fait beau la plus belle du monde, je l'ai fait en Super 8. Et puis j'avais pas de monteuse, je rencontre Pauline et je lui envoie les rushs. Elle me dit, écoute, normalement je ne monte plus de court-métrage, mais je ne peux pas ne pas monter ce film. Et on a monté, je venais d'accoucher de ma fille, de Rebecca, donc j'allais chez elle avec ma petite voiture. J'étais sur mon ordinateur, sur la table de mon salon, avec le couffin dans la chambre et le bébé qui demandait de temps en temps à manger. Ouais, à manger et tout ça. Faisait des gnocchis, enfin voilà, c'était très joyeux. Donc on a travaillé comme ça tout de suite dans un truc très intime. Très laboratoire aussi. Très laboratoire. Voilà. Et puis après, il y a eu La Reine des Pommes. Donc là, j'avais tourné le film. Et puis on a mis du temps. Il y a eu beaucoup de temps entre la fin du tournage et le début du montage, je crois, parce que j'avais pas d'argent pour le faire. Donc je crois qu'on avait terminé le tournage en mars et on a monté en juin, quelque chose comme en juillet. Alors que d'ordinaire, ça peut même démarrer pendant, comme pour La Guerre est déclarée. Et donc, c'est vrai que quand on fait un film, on est dans le faire sur le tournage. Puis après, il y a les rushs. Et on regarde les rushs, on est un peu catastrophé. On se dit, oh là, il n'y a pas de rythme, c'est nul, c'est pas drôle. Et c'est là que le montage intervient pour créer le film, le fabriquer, en fait. C'est comme si on avait un film en kit, quoi, quand on sort du tournage. Et puis, on était en salle de montage et je disais à Pauline, oh là, ça va pas, mais c'est pas bien. Elle me disait, bon, on va faire un tour. Et revient. En fait, on regardait les rushs ensemble. Oui, on a commencé à regarder les rushs ensemble parce que pour Il fait beau, les rushs, ils tenaient. Il y avait quelques bobines de Super 8, c'était très court. Alors que pour La Reine des Pommes, il y avait beaucoup. Donc on commence à regarder les rushs et je la voyais qui sombrait complètement. Je lui dis non mais attends, vas-y, sors, je monte la scène et puis tu reviens et on regarde. Et je disais mais c'est une catastrophe et tout. Elle me disait bon, sors. Tu reviens dans une demi-heure ou une heure, je ne sais plus ce que tu m'as dit, va faire un tour et puis on regardera la scène après. Et là, et je me souviens très bien, c'était la scène où Béatrice m'amène au parc, où je suis évanouie, et il y a le fou qui s'assoit à côté de moi, le personnage de Jérémy qui dessine, et puis voilà, c'était ce petit moment-là. J'avais l'impression que ça ne marchait pas du tout, et je reviens. Elle avait monté la scène, Pauline. Puis c'est une très grande monteuse, Pauline Gaillard, quand même, il faut le dire. Et elle monte la scène, et là je me dis, mais je suis un génie. Sans complexe, quoi. Et là, c'était parti, j'ai compris ce que c'était que le montage. Donc après, j'ai dit, bon, je vais faire un tour. Moi, je vais faire un tour. Hein. Et alors, je profite juste du retour sur La Reine des Pommes pour raconter, tu te souviens du sifflement qu'on entend dans la chanson ? Ouais. Dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, il y a un sifflement qui, au départ, est dans la rue. Quelqu'un passe sous les fenêtres et siffle. Et le sifflement rejoint la mélodie de la chanson. Et au départ, il y avait juste une chanson toute simple. Et au montage son, le monteur son était en train... Donc on était à la toute fin du montage. Hein, il était en train de monter les sons. Et à un moment, il se met à siffler. Il sifflait trop bien. Il sifflait tellement bien que Valérie s'est dit « Ah, mais si on mettait ça, en fait, quelqu'un passe dans la rue, il siffle, et puis ça devient la chanson. » Et donc c'est vraiment, je trouve que c'est une grande qualité qu'a Valérie. Tu m'as lancé une fleur, c'est un petit moment interflora, comme on dit parfois en salle de montage aussi. On s'envoie des fleurs. Donc moment interflora, c'est de se saisir de, voilà, quand je disais de vraiment tout prendre à bras le corps et de se saisir des idées qui flottent. Et tiens ça si on faisait ça, enfin voilà, c'est vraiment une grande qualité qu'elle a.
La guerre est déclarée, c'est pas votre premier film, mais c'est un film qui vous révèle pour plein de gens. C'est un immense succès critique et public. Qu'est-ce que ça a changé à votre carrière? Bah tout. Tout, c'est-à-dire que ça m'a permis de faire tous les autres films après, quoi, et d'en faire encore aujourd'hui. Enfin, ça a changé ma vie. Ça ouvre toutes les portes. Bah oui, enfin c'est sûr que quand on fait un film, c'est marrant parce que le film est sorti la même année que Intouchable, et c'était le deuxième film le plus rentable après Intouchable, parce que le film n'avait pas coûté cher et il avait rapporté gros. Alors pas forcément à moi directement, mais aux distributeurs et aux producteurs, oui. Vous avez choisi plusieurs films pour ce cycle qui sont projetés en miroir de vos films à vous. Et pour celui-là, pour La guerre est déclarée, vous avez choisi Full Metal Jacket. Oui. Est-ce qu'on peut considérer La guerre est déclarée comme un film de guerre, du coup? Oui, parce que moi, je l'ai un peu pensé comme ça. D'ailleurs, le film était en scope, il y avait un truc... et puis, ça s'appelle La guerre est déclarée. Alors, au départ, ça s'appelait pas La guerre est déclarée. Au début, ça s'appelait Désordre, je me souviens. Désordre. Mais oui, je l'ai pensé vraiment comme un film de guerre. Enfin, moi, c'était comme ça que j'ai vécu cette période, comme une vraie guerre, quoi. Et puis, j'avais regardé Full Metal Jacket, et j'aime bien regarder des films qui n'ont pas forcément de lien direct avec ce que je vais faire, mais qui m'inspirent aussi dans un rythme, dans un rapport à la violence, à la souffrance, à la tragédie, ou au contraire à la comédie, ou je sais pas. Donc c'est vrai que j'avais regardé ce film-là pour La guerre est déclarée. Alors vous disiez que vous aviez envie de danse avec ce film. Ça me fait une très bonne transition pour parler du film d'après, qui est Main dans la main. On va regarder un petit extrait. Allez-y. C'est pas très gentil, ça. Oh. Bon, à mon tour. Non, c'est bon, on a vu. Quoi? Mais que ça fonctionnait. Non, à mon tour. Fermez les yeux. Allez. Fermez les yeux. N'ayez pas peur. Bon, ça suffit, ça ne me fait pas rire. Donc là, on a un duo Valérie Lemercier, Jérémy Elkaïm, dans une comédie romantique surnaturelle, on peut dire, puisqu'ils se croisent, donc deux personnages que tout oppose, se croisent à l'Opéra Garnier et sont comme ensorcelés. Ils ne peuvent plus se quitter et ils ont cette espèce de mimétisme où ils font les mêmes gestes tous les deux. Et donc ils testent un peu les limites de ce sort dans cette scène. Comment vous avez l'idée de ce film? Je sais pas, comme ça. Je sais pas, je trouve l'idée hyper... j'allais dire génial, je me dis non, ça fait la fille qui se... Mais c'est vrai, je trouvais ça génial, l'idée que d'un coup, on se réveille un matin ensorcelé et qu'on ne puisse plus se séparer de quelqu'un et qu'on soit obligé de vivre avec lui. Donc la fusion imposée. Et c'est un film, Main dans la main, c'est un vrai film qui raconte qu'est-ce que c'est que la fusion. Et comment la fusion, en fait, empêche la vie. Et voilà comment... et c'est vraiment un film qui parle de ça, quoi, du rapport fusionnel à l'autre. Alors, il y a le rapport fusionnel de Jojo avec sa sœur. Il y a le rapport fusionnel d'Hélène Marshall avec Constance Delaporte, son amie. Et en fait, ces deux fusions vont disparaître parce qu'une fusion, une troisième fusion surnaturelle va s'imposer, qui va être celle de Hélène Marshall avec ce miroitier de province qui est Jojo. Et donc, ils ne peuvent plus se séparer physiquement et ils sont obligés de vivre ensemble. Et ils vont évidemment tomber amoureux. Évidemment. Là.
Et c'est en étant en fusion qu'ils vont devenir indépendants un petit peu, qui vont se libérer. Oui, de se libérer des fusions qui les empêchent de se réaliser, quoi. Ouais. Et c'est un film aussi, moi c'est un film que j'aime beaucoup, Main dans la main. C'est un film que j'ai fait juste après avoir perdu ma mère, donc c'est vraiment aussi un film sur le deuil. C'est un film assez mélancolique, pas si drôle en fait. Et c'est un film qui raconte aussi le rapport de Paris et de la province, parce que ça a été tourné dans une région pas très connue qui s'appelle la Meuse. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps en Meuse quand j'étais enfant parce que mes grands-parents habitaient là-bas. Et mes parents sont nés à Bar-le-Duc. Du côté de mon père, c'était des immigrés italiens, mais du côté de ma mère, c'était des vrais Lorrains qui travaillaient dans une ferme et tout, des fromagers. Et j'avais envie de raconter ce rapport de la province et de Paris avec le snobisme de Paris. Quand elle débarque comme ça, parce qu'elles doivent le ramener chez lui, parce qu'ils ne peuvent plus se séparer, puis elle débarque dans cette maison où il y a 4 enfants, où on sent presque l'odeur du chien mouillé et tout, et cette fille qui est la sœur de Joachim, qui adore la danse, mais elle qui est la danse de salon, quoi, qui est la danse, et qui d'un coup se met à faire une espèce de chorégraphie sur Bonnie Tyler, et devant la directrice de l'Opéra de Paris. Et j'aimais bien confronter ces deux univers et montrer... que c'est pas des ploucs en fait, c'est des gens qui sont qui vivent, qui s'aiment. Enfin, je trouve qu'il y a des valeurs très belles qui sont racontées dans le film sur la famille de Joachim et qui remettent en question justement ceux qui pensent avoir le bon goût, qui pensent être dans la norme de la bienséance, de la réussite. Là, je trouvais ça intéressant de confronter ça. Ça a dû créer des défis techniques particuliers aussi, d'avoir cette intrigue avec 2 personnages qui doivent être tout le temps coordonnés physiquement. Alors non, c'était surtout que c'était pas très marrant pour les acteurs parce que je les dirigeais avec des tops, j'en faisais top, top, top. Et c'est vrai que Jérémy El-Khami avait un peu du mal avec ça. Donc je me faisais régulièrement engueuler. Mais ce que je peux comprendre, parce que c'est pas évident de... Mais c'était un peu, oui, mais j'aurais aimé que ce soit encore plus, en fait. J'ai un peu frustrée. J'ai presque envie un jour de faire un remake de ce film qui s'appellerait Step by Step, mais vraiment d'en faire pas à pas et de vraiment faire une vraie comédie musicale avec de la danse. Mais vraiment, je trouve que l'idée, elle n'est pas assez aboutie. J'adore le film, mais je pense que mon désir, il était vraiment... plus grandiose en fait, et que j'étais juste pas capable de le faire à ce moment-là, je pense aussi. On attend. Mais je sais pas si on peut faire des remakes de ses propres films. Anneke l'a fait, donc peut-être. Alors c'est ça que je vais faire. C'est aussi un film qui exploite un de vos autres ingrédients de prédilection, selon moi, c'est l'humour physique. Il y en a beaucoup dans ce film. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'humour burlesque ? Le burlesque, je trouve que c'est jubilatoire, quoi. C'est-à-dire que faire rire avec le corps, avec les gestes, c'est tellement gratuit et tellement gentil. Et c'est vrai que moi, j'aime faire des films gentils. Souvent, je me dis ça quand je vois mes films ou quand je les revois. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez gentil au final. Même quand c'est dur, il y a toujours une sorte de lumière et de gentillesse. Il y a toujours un petit œil qui brille quand même, qui se marre. Et c'est vrai que j'aime filmer les corps et j'aime le burlesque physique. Je trouve ça passionnant. Et surtout avec les femmes. Et donc dans La Reine des Pommes, ça m'amusait beaucoup d'être là, de dormir, d'être complètement... quand il la pose sur le banc, et hop, elle retombe. Je trouve ça drôle. Je trouve qu'on n'écrit pas assez de rôles comiques pour les femmes qui soient comme ça, de cette façon-là, quoi, une sorte de poésie physique un peu décalée, comme ça me plaît. On passe au film suivant, qui est Marguerite et Julien. Ah oui. On change un petit peu de registre. C'est une autre histoire d'amour. Ouais. On va regarder un extrait. Après avoir franchi les océans, les mers et les rivières, après avoir traversé les plaines, les vallées et toutes les montagnes, après avoir fait le tour du monde, 10 fois, 100 fois, 1000 fois,
Ils retournèrent au château. Un équipage au galop. Les frères sont arrivés? Oui, mademoiselle. Où sont-ils? Je vais les voir. Dans la tour nord. J'adore le fait qu'on découvre à la toute fin, avec le dernier plan, que pendant tout ce moment très intime, il y avait une troisième personne dans la pièce. Ouais. Donc Marguerite et Julien, c'est une histoire d'inceste, de l'amour entre Marguerite et Julien. D'ailleurs, on repère l'effet de montage similaire à celui qu'il y avait dans La guerre est déclarée, aussi quand elle court, qui crée une impatience en fait dans ce cas précis. On a envie qu'elle aille le plus vite possible. C'était Le Sauvage, la référence, vous voyez, de Jean-Paul Rapneau, qui est une pure comédie. Et à la fin, elle court comme ça pour le retrouver. Et elle court. Et on a l'impression que la course dure une éternité, quoi. Déjà, tu me l'avais dit ouais. quand j'avais reçu les rushs. Tu m'as dit, fais comme dans Le Sauvage. Dans Le Sauvage, tu vois, Catherine Deneuve. Ouais. Et c'était d'ailleurs intéressant parce que c'est Céline Boson qui avait fait l'image de ce film, qui est absolument magnifique. Et je me souviens qu'elle avait inventé un système pour filmer l'escalier, pour qu'on puisse descendre. Donc elle avait fait un système de poulies, je ne sais même plus comment elle avait fait. Donc il y avait une espèce de colonne comme ça, et la caméra descendait pour qu'on puisse filmer dans l'escalier les pieds, parce que c'était un plan compliqué à faire. Et ensuite, elle avait pris pour faire le plan où elle court comme ça. À l'époque, ça s'appelait le movie. C'était une espèce de steadicam, mais pas vraiment steadicam, que le chef-op pouvait diriger lui-même. C'était une galère sans nom. D'ailleurs, ça n'existe plus aujourd'hui. Je crois que plus personne s'en sert. Et donc, on avait fait comme ça ce plan d'elle qui courait pour avoir la fluidité de la course. Parce que c'était très compliqué compliqué à faire, quoi. Et il fallait en plus que ça dure et que le trajet était long, en fait. Donc, mais ouais, j'avais adoré tourner ce film. C'était douloureux, mais c'est un film que j'ai aimé faire passionnément. Pourquoi Parce que je jouais pas dedans. Et vraiment, en fait, moi, quand j'ai fait des films, au départ, je savais pas que ça me plairait autant. Au départ, j'ai fait des films pour laisser une trace presque en réponse à la mort, au fait de disparaître et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a complètement dépassée. En fait, il fallait que ça se fasse, que ça sorte. Mais je savais pas que ça me plairait autant. Et en fait, j'ai découvert vraiment un endroit d'épanouissement total, quoi, petit à petit. Et je crois que ce qui me plaît aujourd'hui, vraiment, c'est de mettre en scène, de m'amuser à réaliser des films, quoi, et de réfléchir à quel genre d'histoire, quel genre de... Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec des mots, mais aussi avec l'image. Je trouve que c'est ça qui est passionnant au cinéma, c'est comment on arrive à retranscrire par la mise en scène des émotions. C'est vraiment... c'est passionnant, quoi, parce que c'est difficile aussi de réussir ça, quoi. Et je dis pas du tout que je le réussis, mais en tout cas, je trouve que cette recherche, elle est passionnante. Et
Et c'est vrai que sur Marguerite et Julien, j'ai eu un vrai plaisir de metteur en scène, puisque je ne jouais pas dans le film, donc j'étais vraiment de l'autre côté, donc sans aucune complicité avec l'acteur, d'être au même endroit que l'acteur, etc. Et donc en étant vraiment en tenant les rênes d'un film. Et d'ailleurs, j'ai essayé plein de choses sur ce film. Il y a des choses de mise en scène qui sont un peu folles et un peu... je me souviens de ces moments avec Céline où je voulais faire des photos de la famille comme des portraits de famille royale, quoi. Et puis j'avais dit à tout le monde de se positionner. Et puis à un moment donné, Céline bouge la caméra qui était... on devait faire un travelling après, donc la caméra était déjà sur le travelling et la caméra a un peu bougé. Et j'ai vu cette image figée, avec eux figés et qui bougent comme ça. Et ça m'a donné l'idée de faire ce qui revient souvent dans le film, des plans où ça démarre, ils sont immobiles, et il y a un travelling, et à la fin, tout le monde se met à bouger. Et ça crée une espèce de chose complètement magique, quoi. Et donc ce système, je l'ai inventé comme ça, sur place, par accident. Et j'ai adoré faire ça, donc on en a plusieurs passages comme ça dans le film, puis je l'ai réutilisé dans Nona et ses filles. Je l'avais refait dans L'amour et les forêts, mais on ne l'avait pas monté finalement, au moment de la fête, mais parce qu'on avait déconstruit la fête et tout. Enfin bon, bref, voilà, c'est intéressant, je trouve, d'inventer des choses aussi visuelles. Mais là, en plus, on est dans le registre du film en costume, donc ces séquences qui ressemblent à des tableaux, ça fonctionne particulièrement bien avec tout l'esprit visuel du film, quoi. Le film est sélectionné en compétition à Cannes en 2015. Il n'y a que 2 femmes en compétition cette année-là, vous et Maïwenn. Maïwenn qui présentait Mon Roi. Et les 2 films d'ailleurs, ne sont pas bien reçus par la critique à Cannes. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment de grande exposition et en même temps la critique négative ? Alors, je vais vous le dire très simplement, j'en avais rien à faire. Moi, j'étais contente d'être à Cannes. J'étais méga fière. Et c'est vrai que je ne voulais pas bouder mon plaisir, quoi. Et en fait, à l'époque, ce qui était difficile, c'était le regard des autres. En fait, c'était la tristesse de tout le monde. Moi, je les lis pas, les critiques. En fait, je fais pas très attention à ça. Et alors, quand elles sont positives, oui, quand on me dit il y a une super critique, je vais la lire. Mais je suis pas obsédée par les critiques de mes films. Je fais pas trop attention à ça parce que j'ai pas envie que ça me blesse et ça va me blesser. Je trouve que c'est de la souffrance inutile. Et puis, il ne faut pas s'empêcher de faire des films. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous freiner, on peut se décourager et tout ça. Et je crois que ce qui est important quand on fait des films, c'est d'être insubmersible, en fait. Que ce soit par les succès, que ce soit par les échecs. De toute façon, c'est difficile de faire des films les uns après les autres. Et plus on en fait, plus c'est dur de se renouveler et tout ça. Donc, quand j'ai fait La Gare est déclarée, j'avais tellement peur que les gens n'aiment pas le film que j'avais tout de suite écrit un autre film pour vite me prendre de vitesse et surtout pas être triste si le film était pas compris, mal reçu et qu'il fasse 2 entrées et demie. Donc ça n'a pas été le cas. Donc Main dans la main, ça a été un film, voilà. Et puis je m'étais dit pour Marguerite et Julien, non, là je vais profiter. Donc je vais pas tout de suite refaire un film. Puis le film était lourd, était dense. Donc quand il est allé à la compétition officielle, je me suis vue moi avec la Palme d'Or, mais je pensais pas que j'allais me faire massacrer comme ça, vraiment. Donc j'y suis allée vraiment la fleur au fusil et tout. Et en fait, le vent a commencé à tourner assez vite parce qu'au départ on devait être projeté le samedi soir, puis finalement on dit non, finalement ça va être le mardi. Donc on sent déjà qu'il y a un truc un peu bizarre et tout. Et puis à l'époque, le film, alors c'était un contexte particulier parce que c'était le début des réseaux sociaux et la presse à ce moment-là était un peu stressée de plus exister parce que les gens lisaient moins la presse. Il y avait c'était la transition de la presse qui devenait moins écrite et plus sur Internet et tout ça. Et c'était le début des réseaux et de Twitter et de tous ces trucs-là. Et le film, à l'époque, était projeté en projection presse le matin de la veille de la projection de gala. Et suite à cette année-là, d'ailleurs, Thierry Frémaux a décidé d'arrêter ça parce qu'en fait, ça a massacré le film, alors que personne n'avait vu, à part que 200 journalistes, quoi. Et pendant la projection... les gens tweetaient c'est n'importe quoi, une grosse daube. Enfin, ils regardaient même pas. Enfin, c'était à celui qui se ferait le plus mousser pour exister en fait. Donc il faut remettre ça dans un contexte aussi un peu bête quoi, de journalistes un peu frileux aussi, de
Donc ils cherchaient à avoir le meilleur mot possible pour qu'on parle d'eux aussi. Enfin, c'était un rapport à la critique qui était un petit peu plus qu'assassine que d'habitude, quoi. Et après, je dis, moi, le film, je comprends tout à fait qu'on puisse le rejeter parce que c'est un film complexe et on peut ne pas l'aimer, on peut pas du tout rentrer dedans et tout. Mais c'est vrai que moi, j'étais contente d'être à Cannes et tout ça. Et après, j'ai vu l'attaché de presse, parce que le soir, on devait faire des interviews, me dire blanc, mais comme un linge. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, Valérie. Comme ça, là, on se dit, bon, il y a une catastrophe. Puis après, une journaliste qui me croise, qui fait, moi, j'ai aimé. Alors on se dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Puis après, il y a les acteurs qui veulent plus sortir de leur chambre parce que c'est un échec, qu'on dit que c'est de la merde. Et j'étais là, oula. Et là, moi, j'ai fait un peu ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire j'ai fermé mes oreilles et j'ai profité de Cannes. Voilà. Mais la sortie a été très dure parce qu'ils ont repoussé la sortie. Le film devait sortir en septembre et puis voilà, ils se sont dit ça va pas marcher, donc ils l'ont repoussé à décembre. Et le film est sorti le 4 décembre, donc le jour de la mort de Marguerite et Julien de Ravalais, les vrais Marguerite et Julien de Ravalais, le jour de l'anniversaire de ma mère qui était morte juste avant la guerre est déclarée à Cannes, et 15 jours après les attentats de novembre. Donc il y avait un contexte, c'était une année, de toute façon l'année 2015 a été une année d'une tristesse. On a commencé avec les attentats, nous, on montait Marguerite et Julien. Moi, ça a acté la séparation définitive avec Jérémy El-Kaïm. Enfin, ça a été une année très dure et on l'a terminé avec les attentats. Et je me souviens de la soirée chiffre de Marguerite et Julien. J'y étais allée avec un grand sourire et tout. Le film avait fait le même nombre que La Reine des Pommes, je crois. Et il avait coûté beaucoup, beaucoup plus cher. C'est le film le plus cher. C'est le plus gros budget que j'ai eu pour faire un film et c'est celui qui a rapporté le moins d'entrée. Et donc ce qui était dur, c'est qu'à Cannes, le film a été enterré, que personne ne l'a vu et que c'est ce qu'on appelle un film maudit, quoi. Voilà. Mais je vous invite à le voir, je ne sais pas comment, parce qu'il ne passe jamais au cinéma, il n'est pas acheté par Netflix, donc peut-être un DVD, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez l'occasion, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment un film incompris. Pauline Oui, moi, j'ai été hyper émue de revoir l'extrait de l'escalier que je trouve vraiment magnifique et où je vois plein de choses en commun avec tes autres films, et notamment ce truc de filmer les pieds, de filmer les gens qui courent. Non, mais c'est marrant par rapport. Enfin, je veux pas spoiler, mais ouais, moi aussi, ça m'a rendue très triste parce que c'est un film dans lequel je croyais et je crois toujours d'ailleurs. Énormément et j'avais l'impression qu'à Cannes le TGV fonçait dans un mur, quoi. On n'était pas du tout prêt, absolument pas prêt à ça. Toutes les projections étaient extrêmement enthousiastes, le distributeur était très sûr qu'on serait en compétition, on l'était. Enfin, c'était Thierry Frémaux, vraiment, à chaque fois il m'en reparle, quoi. Mais ça a été je crois que ça a beaucoup marqué ça a été les gens qui ont été proches du film et les gens qui ont aimé le film. C'est comme une sorte de blessure, quoi, comme quelque chose qui est oui, c'est ça, c'est l'enfant incompris, quoi. Mais vous avez raison, enfin, du côté journaliste, c'était clairement une période de transition, je pense, sur la critique à Cannes, et ça a fait des dégâts sur pas mal de films. Je trouve que c'est vraiment un film à voir, parce que c'est un film qui invente un nombre de formes, enfin, voilà, ces espèces de portraits figés, en mouvement, de l'utilisation de la musique, du récit, avec la jeune fille qui raconte l'histoire de Marguerite et Julien, le mélange des époques, l'hélicoptère, le film en costume. Enfin, c'est vraiment un film incroyablement riche et inventif et que moi j'aime énormément. C'est un conte pour ouais, enfants. C'est un conte, ouais. Oui, on l'a vu, là, il y a une mise en abîme aussi, il y a un récit dans le récit. Enfin, c'est effectivement un film très très riche. C'est une splendeur visuelle. Enfin, moi, c'est très opératique aussi. Enfin, moi, c'est vraiment un film que j'adore. C'est une analyse très personnelle, mais moi j'ai cru déceler dans les critiques à l'époque un petit peu de sexisme aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez parfois justement sur les retours de vos films ou sur celui-là en particulier? Sûrement, je sais pas, je fais pas attention tellement à ça. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'avais passé l'oral du CNC pour mon dernier film. Bon, il se trouve que ça s'est très bien terminé pour moi, mais je l'ai passé 2 fois et la première fois, voilà, comme je peux être quelqu'un d'enjoué quand je parle et tout, les retours qu'on m'a fait étaient... le film n'avait pas eu l'avance sur recette, donc la subvention du CNC.
Et les retours, c'était très belle énergie. Et ça m'a hyper vexée, en fait. Et je me suis dit, bon, d'accord, ok, donc on me réduit à quelqu'un qui a une belle énergie. C'est sympa, hein. Mais je pense que, je ne sais pas si on dirait ça d'un homme, par exemple, même s'il parlait avec autant d'enthousiasme et tout. Et donc, j'avais été un peu vexée quand même. Puis je m'étais dit, bon, comme je devais repasser le CNC, parce qu'ils avaient trouvé le projet quand même intéressant et ils l'ont ajourné. Et au final, j'ai eu le CNC. Donc, mais quand j'ai fait mon deuxième oral, je me suis dit, bon, là, je vais parler. Oui, alors, mon film. Et j'ai vraiment fait ça. Sans énergie, du coup. Sans énergie en étant. Non, j'ai été quand même moi-même, mais j'ai essayé de calmer le côté un peu. Attendez, parce que là, en fait, là, comme je peux être, moi. Là, je suis très posée et tout ça, mais c'est vrai que je peux partir en toupie, voilà, et ça peut être à mon, comment on dit, à mon désavantage, voilà. Et alors, juste après Marguerite et Julien, vous partez sur un film très différent, qui est Notre-Dame. Et vous m'avez dit que Notre-Dame avait été inspirée directement par l'expérience sur Marguerite et Julien, justement, ou l'expérience à Cannes. Ah bah oui, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, j'ai fait un énorme bide, et on fait quoi avec ça? Et je me suis dit, bah, je vais faire une comédie sur l'échec. Et en fait, l'idée m'est venue à partir du moment où... Alors au départ, je me disais, bon... alors c'était le producteur aussi, il me disait, non, mais tu devrais refaire un film petit dans lequel tu joues et tout, je te jure. J'ai dit, ah bon, d'accord, et tout. Puis je savais pas trop quoi faire, puis je me suis dit, ah, bah, je vais faire une comédie sur l'échec. Alors au départ, je m'étais mise en cinéaste, puis je trouvais que ça allait pas. Et puis après, j'ai eu cette idée de l'architecture et de l'architecte qui allait faire un scandale. Qui allait faire un film, un projet qui allait faire scandale. Et donc, je me suis amusée, pour le coup, à lire toutes les critiques de Marguerite et Julien. Et j'ai repris certaines phrases pour critiquer le projet de Maud Crayon. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire parce que j'ai commencé le scénario par les critiques. Les jeux de mots, donc triste mine pour Maud Crayon a cassé sa mine. Je je m'étais marrée à faire plein de jeux de mots. Notre-Dame de Phallus. Parce que c'était voilà, l'idée d'une architecte, je ne sais pas si vous avez vu le film, et qui répond, en fait, qui gagne un concours qu'elle n'a pas présenté pour le réaménagement du parvis de Notre-Dame. Concours qui a existé par la suite puisque Notre-Dame a brûlé et donc il y a vraiment eu un concours pour le réaménagement du parvis de Notre-Dame. Il paraît que le projet est super. Vous avez prédit le futur en fait avec ce film. C'est fou. Et donc Maud Crayon, elle rentre chez elle, c'est une petite architecte complètement exploitée par son patron, qui a une charge mentale de malade, qui a encore un ex dans les pattes, qui fout rien et qui vient bouffer dans ses placards et tout. Et elle doit rentrer chez elle finir une maquette pour une aire de jeu. La maquette, en fait, des choses s'écroulent sur la maquette. Bref, elle rentre chez elle pour finir la maquette parce que le patron lui dit faut que tu finisses cette maquette, hein. Donc elle finit sa maquette. Et puis là, elle reçoit un coup de fil elle appelle son patron pour lui dire j'ai fini la maquette et tout. Il dit t'es pas au courant, c'est machin qui a remporté le concours, c'était pas la peine. Alors elle est un peu découragée, puis elle signe Maud Crayon sa petite maquette. Puis là, il y a une tempête et la maquette s'envole. Et la maquette atterrit sur le parvis, à l'hôtel de ville, sur le tas des projets pour le réaménagement du parvis de Notre-Dame. Et la mère flash, elle adore. Elle flash sur le projet de Maud Crayon. Et donc, Maud Crayon se retrouve à la tête d'un énorme budget. Et c'est vraiment c'est un film qui raconte, en fait, mon parcours de cinéma, quoi. Et comment comment se remettre d'un échec et comment retomber sur ses pattes et retrouver sa vérité en fait de vie, quoi. Et c'est un film que j'adore. C'est un film pour le coup très burlesque et je me suis beaucoup amusée à le faire. On a beaucoup rigolé à le faire. J'avoue que j'adore ce film aussi, donc j'ai choisi un petit extrait. On va le regarder et on va voir cette séquence dont vous parliez.
Et on est sûr là pour la doudoune, hein, parce qu'il fait vraiment pas froid. Ah non, hein. mais ça fait plus hiver et puis c'est une demande de la chaîne. N'importe quoi. Voilà, tu transpires. Bah oui, tu m'étonnes. Je suis désolée, j'ai que ça, c'est la poudre de Nathalie. Allez. C'est bon, Attention, c'est bon. dans 2 minutes. Je le sens pas, les gars. Un petit verre d'eau, là, j'ai la gorge très... Pas de petit verre d'eau. Pas de petit verre d'eau, ok, bon. Place à l'architecture, maintenant nous retrouvons tout de suite Nathalie Simonet, en direct du parvis de Notre-Dame. Nathalie Nathalie Donc c'est ici qu'aura lieu dans quelques semaines le début des festivités. La mairie a eu un grand coup en lançant cet appel d'offres pour réorganiser le parvis de Notre-Dame autour d'une nouvelle station de métro. Ce projet, qui se veut très ambitieux, espère réconcilier la République, la religion et le tourisme, et il est ouvert à tous les diplômés d'architecture. Ce soir, la mairie de Paris révélera le nom du lauréat, veille de Noël. C'était Bacchus Renard en direct du parvis, mais vous pouvez m'appeler Nathalie. Ce qui est très très fort dans ce film et que vous faites dans toute votre filmographie, c'est le changement de registre. C'est-à-dire qu'on a ce moment surnaturel, poétique, en même temps très amusant. Et puis juste après, cette séquence purement comique avec Pierre Deladonchamp. Comment vous faites pour tout le temps changer de registre comme ça avec une telle aisance? C'est le petit moment Interflora aussi. Je sais pas, c'est surtout très casse-gueule. Je suis une aventurière, je crois. J'aime bien des petites aventures comme. Non, mais je sais pas comment dire. Je me dis pas, je vais changer de registre. En fait, ça se fait comme ça. J'ai l'impression que ça va passer. C'est quand même une comédie aussi, oui. Notre-Dame. Donc oui, donc là, c'est pas comme si. Mais c'est vrai que souvent cohabitent des choses qui sont à la fois drôles et en même temps non. Parce que c'est aussi une comédie romantique, un petit peu ce film. Il y a une séquence de cinéma muet plus tard dans le film. Oui, puis il y a des choses très émouvantes dans le film aussi à la fin. À chaque fois, je pense que je vais faire une vraie grosse comédie et tout, et je suis toujours surprise de l'émotion qu'il y a dans les films. Bah, c'est plutôt bien. C'est pas ce que je veux faire au départ. Je me dis pas, je vais faire un film émouvant. Je veux dire, je vais faire un film drôle. Et puis, il se trouve qu'il est aussi émouvant. Alba, vous avez été couteau suisse sur ce film, il me semble. Alors, vous avez fait quoi exactement? J'ai créé la maquette avec un designer, mais on fait tout comme ça. En fait, elle dit j'aimerais une maquette comme ça. Et puis un dimanche, avec un ami designer, on dessine la maquette et on la fabrique. Et après, on fait une fontaine beat en regardant des projets d'architecture plus phalliques les uns que les autres, et on dessine ça et on propose à Valérie. Elle dit j'adore, voilà. Enfin, c'est hyper simple, c'est très libre. Je ne saurais pas. Oui, parce qu'Alba, elle dit j'ai fait la maquette ça, mais en fait, moi j'aime bien dialoguer avec des personnes dont j'estime en fait l'intérieur, c'est-à-dire le regard, la pensée, le goût aussi des choses qu'ils aiment et tout ça. Et Alba, elle connaît très bien l'art, parce qu'elle a beaucoup d'amis artistes et tout, et quand il s'agissait de faire... Non, mais parce que tu dis... Mais en fait, j'en ai beaucoup parlé avec Alba, celle qui m'a dit « Arthur, ça pourrait être une bonne idée », celle aussi qui avait trouvé... Anna Vega et Ignacio qui ont fait le film. Voilà, Anna Vega qui ont fait le film, c'est aussi des artistes. Voilà, donc elle m'a dit tu devrais les rencontrer. Enfin, donc ça a été comme ça une sorte de collaboration artistique aussi à plein d'endroits. Et puis par ailleurs, sur le tournage, elle était mon assistante personnelle, puisque comme je jouais dans le film, celle qui s'occupait que de mes costumes, de m'assister personnellement sur le film. Et après, il y a un premier assistant avec qui je travaille sur plusieurs films, qui s'appelle Luc Catania, qui est aussi assez artistique dans son genre. Donc en fait, j'aime bien m'entourer, et Pauline aussi, elle a des vraies velléités artistiques. C'est quelqu'un qui a fait la Fémis en scénario, donc c'est ça, tu as fait la Fémis en montage. En montage, ouais. Ah bah, c'est moi. J'avais commencé en scénario. Ah oui, c'est ça, il y a eu un truc de... En tout cas, elle est très forte sur les scénarios, donc j'aime bien lui faire lire les scénarios, j'aime bien m'entourer de gens, et c'est vrai que j'aime les faire participer et leur donner une place pour le film, quoi. C'est un film qui a mélangé beaucoup
de genre et de ton, j'ai l'impression. Et après, on passe encore à autre chose avec L'amour et les forêts, qui pour le coup est un thriller psychologique. Ouais. Donc encore quelque chose de très différent. Comment vous avez fait cette transition justement ? Bah, en fait, c'est marrant parce que Notre-Dame est sortie en 2019, en décembre 2019. Ça s'est plutôt bien passé, mais il est sorti en pleine période de grève des Gilets jaunes. Et juste après, il y a eu le Covid. Et moi, ça a été une période très difficile. J'ai très mal vécu le Covid, en fait. J'ai cru que je n'allais pas supporter ce truc-là. Parce que je me souviens que Macron avait fait son discours très... on est en guerre. Enfin, il y avait un truc, mais dramatique. Mon père était à l'hôpital à ce moment-là. Je me suis dit, mais mon père est à l'hôpital avec le Covid. Bon, bref, c'était très compliqué. J'avais plus... Mais je devais tourner Nona et ses filles, ma série, qui s'est arrêtée. Que je devais faire... Enfin, bon, bref, c'était vraiment la cata à tous les endroits. Et je me suis dit, bon, je crois que là, je ne vais pas m'en remettre, en fait. Et j'avais plus de projet, puisque le tournage était interrompu, on devait rentrer en prépa, donc j'avais plus de salaire. Donc d'un coup, le truc devient pas très drôle, quoi. Et j'avais besoin de travailler, donc j'avais créé un film qui était une comédie musicale, qui était l'adaptation un peu éloignée d'un film de René Clair qui s'appelle « Je ne suis pas une sorcière ». Ma femme est une sorcière, pardon. Le titre du film que m'avait conseillé Pauline. D'ailleurs, c'est Pauline qui m'avait dit « tu devrais regarder ce film, tu devrais en faire un remake, ce serait génial pour toi et tout ». Et ça m'avait plu. Et donc, j'ai écrit cette comédie musicale. Et en fait, les producteurs ont dit « OK » et tout ça, mais ils n'ont pas compris le projet. Et après le Covid, ils n'ont pas voulu continuer. Donc, le projet s'est pas fait. Et j'étais tellement frustrée de ne pas faire de film et de ne pas faire ma série et tout ça. Puis j'avais besoin de travailler. Et j'avais dit, écoutez, moi, il y a un livre que je veux adapter depuis longtemps. C'était L'amour et les forêts que j'avais lu au moment de Marguerite et Julien. Et quand j'avais lu ce livre, je m'étais tout de suite dit, ah là là, il y aurait moyen de faire une adaptation géniale et de faire un vrai thriller psychologique. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Je ne me sentais pas prête, quoi. Et là, j'ai eu envie de le faire tout de suite. Puis ça correspondait aussi à des choses de ma vie très fortes et tout. Et donc, voilà, je me suis lancée dans l'écriture de ce film à corps perdu, comme ça, avec Audrey Diwan. Et ça s'est fait assez vite. Le projet s'est monté assez vite. C'est peut-être le film le plus sombre de votre filmographie. C'est un film qui parle d'emprise. Le plus sombre, c'est quand même Marguerite et Julien. Je trouve qu'il est plus sombre que L'amour et les forêts, parce que L'amour et les forêts, ça finit quand même vers une libération de quelque chose, quoi. Alors que Marguerite et Julien, c'est la mort, quand même. C'est vrai. Pas plus sombre pour moi. Non, vous avez raison. On va regarder un petit extrait de L'amour et les forêts. Allô? Je voulais t'inviter à déjeuner. On est jeudi, t'as du temps le jeudi, non? Ouais, mais je suis désolée, je peux pas. T'as quelque chose de prévu? Oui, je déjeune avec Delphine. Ben, tu pourrais décaler. Je viens à 13h, d'accord? Il faut qu'on se parle, Blanche. J'ai besoin de ton soutien, sinon on s'en sortira pas. On se parle ce soir. Comme tu veux.
Alors là, en parlant de montage, on a l'exercice du jumpscare, qui est encore un autre... Je ne connaissais pas l'expression. C'est vrai ? Alors c'est généralement plus dans les films d'horreur, mais c'est justement ce petit moment qui fait sursauter ou réagir un petit peu le public. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu différent, mais on sent quand même la tension qui se construit vraiment de plan en plan. Elle est enfermée aussi par le cadre. Je trouve génial le point de vue du téléphone. C'est-à-dire le plan large, depuis le téléphone, à travers les barreaux. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la thématique de l'emprise dans le couple ? Qu'est-ce qui m'intéressait En fait, c'était vraiment de raconter le point de vue de la victime. C'est-à-dire que souvent dans les films comme ça, je me souviens de L'Enfer, le film de Chabrol. On est dans la tête du fou. Souvent, on est. Alors que là, moi, je voulais vraiment raconter le mécanisme de l'emprise sur quelqu'un et de raconter en fait cette espèce d'enfermement, parce que évidemment que si Blanche Renard s'était rendue compte tout de suite du problème, elle n'y serait pas allée. Donc c'est pas qu'elle y conne, c'est juste que c'est une mécanique très bien huilée, c'est un vrai système en fait schématique qui à un moment donné enferme. Et ça passe par plein de petites choses. Et je trouvais ça très bien raconté dans le livre d'Éric Reinhardt. Et je trouvais que c'était passionnant à raconter au cinéma et que c'était un vrai défi, en fait. Comment raconter ça ? Comment raconter une relation qui, au départ, paraît idyllique et petit à petit devient un cauchemar, quoi. C'est aussi, je crois, votre seul film dans lequel il n'y a pas de voix off, ou long métrage dans lequel il y a quand même tout. Voix off. Si, il n'y a pas de narrateur, mais c'est elle qui raconte l'histoire. Donc il y a une voix off tout le long du film, quand même. Ouais. Ça crée quelque chose d'un petit peu plus viscéral, de ne pas avoir la distance du narrateur, justement, qui va parler à la troisième personne. Là, on est tout de suite complètement ancré dans ce qu'elle vit, elle. Elle raconte son histoire. Ouais. Parce que, en fait, le livre, c'est ça, c'est l'histoire d'un témoignage d'une lectrice qui se confie à un auteur et qui lui raconte son histoire. Donc, elle lui raconte voilà, le cauchemar qu'elle vit avec son mari. Puis après, elle lui dit bon, merci beaucoup, grâce à vos livres, j'arrive à survivre, j'ai rentré chez moi. Et il dit mais vous n'allez pas rentrer chez vous, là, avec ce fou, je ne peux pas faire autrement. Et tout. Et le livre raconte quand même une vraie victime, quoi. C'est la fille, elle en meurt de ça. Elle fait un cancer. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais c'est très, très sombre. Et moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de raconter qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait, pour en arriver jusqu'à ce moment où le mari devient fou et il écoute cette émission de radio où il se rend compte qu'il est justement malade et qu'il faut que sa femme l'aide. Donc là, il est doublement emprisonné. Enfin, il prend, lui, le statut de victime. C'est ça qui est terrible. Et donc je m'étais dit, tiens, moi, en tout cas, le film, je savais que je voulais garder l'idée des jumelles parce que c'est ce qu'il y avait dans le livre et je trouvais ça intéressant. Et l'idée du récit, de la parole qui se libère. Et pour moi, c'était très important. Donc, je ne savais pas comment m'y prendre. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'elle parle à l'avocate dont on ne sait pas encore qui elle est au départ. Et que le film soit comme ça, en flashback, jusqu'à la fin. Et qu'on sache, pareil, que l'enjeu n'est pas est-ce qu'elle va mourir ou pas, mais qu'on comprenne voilà, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme, quoi. Et je voulais qu'elle s'en sorte par elle-même, pas par un homme, pas par une histoire, vraiment que ce soit elle qui se libère elle-même de cette situation. Vous avez choisi Virginie Efira pour incarner le rôle principal. Vous avez ressenti cette même liberté dont vous parliez plus tôt en étant purement cinéaste dans ce film et pas aussi dans le rôle de l'actrice ? Oui, parce que d'abord c'est mon 6e film, je crois, L'amour et les forêts, donc moi j'ai quand même appris à faire des films en faisant, donc j'avais plus confiance en moi, et puis je savais assez bien ce que je voulais faire et tout, et puis j'ai eu des acteurs quand même remarquables qui m'ont fait super confiance. Enfin c'était vraiment un tournage très agréable, très joyeux. On a beaucoup rigolé en faisant... Alba était là, d'ailleurs. Et donc, c'était super. Petite anecdote, couteau suisse.
Ah si, non, j'ai pas de avec Melville et tout. Si, non, mais le film était éprouvant à faire, mais il y avait quand même des moments où on riait beaucoup. Enfin, c'était un film très, c'était pas un film douloureux à faire. Ça, non. Mais alors qu'on faisait des choses compliquées. Mais c'est la première fois aussi que je filme la vraie violence physique aussi. Je m'étais jamais penchée là-dessus et c'est pas facile à filmer et à jouer. C'est très dur. C'est un thriller, donc on se détache vraiment de ce que vous aviez fait auparavant, mais en même temps, on trouve tous ces ingrédients dont on a parlé. Il y a une séquence chantée, oui. Il y a le travail sur les costumes, les décors qui est extrêmement abouti. C'est vraiment un accomplissement total, en fait. C'est pas une question, c'était juste une... Merci. Et puis après, vous passez à Rue du Conservatoire, oui. Qui est un documentaire. Ouais. Qu'est-ce que ça change ? Bah, ça change tout parce que un documentaire, ça se fait avec rien et avec là c'était des jeunes du conservatoire et c'était cette jeune actrice qui me dit voilà je veux absolument, on va tous partir du conservatoire, ça va être horrible et tout ça et moi je vais faire ma première mise en scène et voilà et je voulais que toi tu le filmes. Je dis bah écoute et là je me suis dit bon, une actrice qui quitte le conservatoire, qui décide de mettre en scène au moment de partir et qui me demande à moi de la regarder, il y a le sujet pour un film. Et donc j'ai dit OK. Puis il y a quelque chose d'assez intéressant puisque c'est une actrice qui met en scène. Donc bien sûr. Évidemment, il y a un reflet. Voilà, et moi je me suis complètement identifiée à elle et à la jeune femme que j'étais à cet âge-là. Donc c'était passionnant à faire. Puis j'ai rencontré des jeunes incroyables. Enfin, c'était super, quoi. C'était vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez maintenant ? Qu'est-ce qui vient ensuite ? Ah oui, là je suis en tournage donc en montage parce que Pauline monte en même temps et Alba donc tourne aussi en tant que script et c'est l'adaptation d'un livre encore de Franck Courtès qui s'appelle À pied d'œuvre, voilà, et qui parle de la liberté et de la radicalité d'un artiste qui est écrivain, d'un homme écrivain, et puis aussi de l'ubérisation du travail. Très hâte de voir ça. Voilà. Je crois qu'on a le temps pour quelques questions du public, si vous avez envie d'en poser. Ne soyez pas timide. Ah, il y en a une là déjà. Oui, vous formez une équipe solide, soudée. Je suppose qu'il y a d'autres collaborateurs et collaboratrices. Et est-ce qu'en quelques mots, on peut savoir comment cette équipe s'est formée au fil du temps ? Ah là là. Ben nous, c'était il y a 18 ans. Alba, c'était il y a 12 ans. Enfin, à chaque fois, c'est des rencontres. Alba, quand je l'ai rencontrée, c'était aussi par Bastien Bouillon, qui était acteur dans mes films. Et puis, je cherchais quelqu'un, voilà, pour travailler un peu comme un couteau suisse. Il m'a dit, Alba, mais c'était sur ton canapé. Ouais. Tu m'as appelé une semaine après, mais c'était hyper instinctif en fait. Ouais. Moi, je répondrais à cette question de manière comme je sais pas, très instinctif la façon dont elle s'entoure en fait. Après, c'est aussi par qualité professionnelle quand tu vas chercher un chef opérateur, une chef opératrice. Oui, mais il y a un truc instinctif, ressenti très fort. Voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça. C'est toujours, en tout cas, ça passe par un truc humain. Je ressens les gens d'une certaine façon. Et c'est vrai que quand même, le point commun de toutes ces personnes, c'est que ce sont des personnes extrêmement honnêtes et gentilles. Et donc, c'est vrai que j'aime bien m'entourer de gens gentils. Et intelligentes et tout ça, mais quand même. Non, mais on est une équipe très gentille. Là, on fait un film avec un cadre. C'est très doux. Voilà, j'aime la gentillesse. On se parle. Enfin, on a énormément de plaisir à être ensemble. Ça se passe vraiment avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour sur les plateaux de Valérie. Une deuxième question juste là. Bonsoir. Merci beaucoup. Déjà, c'est un régal de vous entendre toutes les trois et c'est très inspirant. Moi, j'ai une question que j'avais déjà il y a quelques mois quand j'ai vu L'amour et les forêts. Et comme vous venez d'en parler, je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je la pose. Est-ce que vous auriez pu faire L'amour et les forêts sans violence physique, sans filmer la violence physique? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un film sur l'emprise psychologique? Parce que je regarde beaucoup, il y en a peu, mais je regarde beaucoup. J'en lis aussi. Et je trouve qu'il y a toujours un moment où il y a de la violence physique, comme si on ne pouvait pas percevoir l'enfer de l'emprise sans ce moment, cette bascule où
la mort physique s'approche. Je voulais savoir si vous auriez pu faire L'amour et les forêts sans cette violence physique. Non, parce que dans le film, elle existe, la violence... Enfin, dans le livre. Mais je pense que oui, c'est complètement possible de raconter une violence qui n'est que psychologique et pas physique. Vous avez des exemples ? Par exemple, là, il y a des choses qui sortent sur des femmes qui sont poussées au suicide. C'est une façon de les tuer. C'est des féminicides qui sont reconnus comme des féminicides. Donc des femmes qu'on détruit psychologiquement jusqu'à ce qu'elles se suicident, en fait. Donc mais ça, il y a eu des œuvres dessus. Pardon ? Est-ce qu'il y a eu des œuvres cinématographiques, notamment en fait, Non, mais moi, ça m'intéresserait de l'en faire une. Okay. J'ai bien l'intention un jour, peut-être. Merci. Une question là-bas. Bonsoir. Je vous avais pas parlé des costumes et des décors. Et moi, j'aime bien regarder les extraits de vos films quand j'ai pas le temps de tout revoir, parce que j'aime bien comment vous êtes habillés, les couleurs, notamment dans la série. J'adore espionner la cuisine. Enfin, il y a toujours des petits détails très intéressants. Donc, si vous avez quelques mots à nous dire là-dessus. Oui, alors j'ai travaillé avec 2 chefs déco, Gaël Hussein-Divaras, qui a fait tous mes films excepté Marguerite et Julien, et Manu de Chauvigny, qui lui a fait Marguerite et Julien et qui fait le film que je suis en train de faire en ce moment. Et Gaëlle, elle comprend mon univers, elle sait le retranscrire, et j'adore travailler avec elle. Elle avait fait La guerre est déclarée. Alors, sur La Reine des Pommes, il n'y avait pas de chef déco, mais ça a commencé avec La guerre est déclarée, même si c'était une petite déco, parce qu'on a tourné dans des décors naturels et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien aussi travailler dans des décors naturels, des décors que je connais. Donc là, par exemple, sur À pied d'œuvre, je tourne dans tous les endroits que je connais. Je sais beaucoup les choses aussi à l'avance par rapport aux endroits que j'aime filmer, parce que je les connais. Et c'est facile pour moi, du coup, d'écrire dans des... Et d'ailleurs, c'était compliqué sur L'amour et les forêts, parce que la maison, je la connaissais pas, mais j'imaginais quelque chose. Et quand on a vu cette maison en repérage avec Gaël, j'ai tout de suite su que c'était la bonne maison, parce qu'il y avait cet escalier, il y avait un endroit de circulation pour la mise en scène qui était génial, et le fait qu'elle soit toute vitrée comme ça, et c'était un taudis, la baraque, mais c'était un truc, on avait l'impression d'être dans un mauvais fait divers et tout, et Gaëlle, franchement, elle a été extra, parce qu'elle a réussi à faire de cette maison un endroit, enfin un vrai décor incroyable, avec des astuces dingues. Voilà, et puis les costumes, pareil, c'est des rencontres, c'est Babette, Elisabeth Méhu qui avait fait mes films jusqu'à Nona. Et puis après, parfois, on aime bien aussi changer. Parfois, ça fait du bien. Et là, je travaille avec Nathalie Raoul maintenant, sur elle qui faisait L'amour et les forêts, qui fait ce film-là. Et Nathalie, je l'avais rencontrée parce que j'étais actrice. C'est celle qui m'a habillée pour le premier grand rôle que j'ai fait au cinéma de Sandrine Vessé, qui s'appelait Martha Martha. Donc voilà, mais j'ai peut-être pas du tout répondu à votre question. Vous vouliez... on choisit ensemble, c'est des propositions. Je dis oui, ça c'est super, ça non. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Donc voilà, je les laisse aussi s'emparer de interpréter aussi les décors et par rapport à leur façon de leur lecture du scénario, ça apporte des choses, quoi. Et puis, on réfléchit surtout à la justesse à chaque fois de qu'est-ce qui est incarné ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et sur L'amour et les forêts, par exemple, cette maison, c'était pas facile parce qu'il fallait qu'elle soit un peu surannée. Et en même temps, on se disait, tiens, c'est une maison, il faut se poser la question à chaque objet, est-ce qu'il l'a accepté ou pas, lui. C'est validé par lui ou c'est pas validé par lui. Donc à chaque fois, on se disait, tiens, c'est marrant ça. Non, ça, c'est pas validé par lui, ça peut pas être là. Bon, ça, il a accepté qu'éventuellement, cette lampe, elle l'ait ramenée de Normandie. Enfin, à chaque fois, tout est très précis, en fait. L'air de rien, c'est assez construit, assez précis. Et puis c'est tout en angle. Enfin, c'est une maison qui est très angoissante. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'intimité, en fait. Elle est tout le temps surveillée d'une certaine manière. Ouais, voilà, il n'y a pas de porte. Et une autre question. Oui, j'avais une question pour la Valérie comédienne, parce que j'apprécie énormément votre travail en tant que réalisatrice et ça me bouleverse. Bon, évidemment, surtout La guerre est déclarée, qui a été vraiment un très gros bouleversement pour moi.
Et L'amour et les forêts, mais j'ai commencé à l'envers, moi. J'ai commencé par L'amour et les forêts, donc j'ai vraiment tout commencé à l'envers. Je suis remontée. Et j'avais une question pour vous, la comédienne, parce que justement, vous découvrir pour moi comédienne, ça a été vraiment quelque chose d'inouï. Et je trouve que vraiment, ça vous manquez dans le paysage. Et vraiment, ce visage, cette émotion que vous avez, cette pureté, en fait, vous avez une forme de pureté d'enfance, un regard assez incroyable, et la façon dont vous parlez à l'image. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, en fait, actuellement. Et donc, je me demandais si vous aviez des propositions, si vous aviez envie de revenir en tant que comédienne, parce que voilà, vous avez quelque chose d'à part. Et donc, ma deuxième question, je rebondis sur les comédiens, parce qu'une fois, je vous ai vu parler dans la rue avec Philippe Rebaud, et que j'apprécie énormément, et qui a complètement ce côté burlesque, bouleversant, drôle, etc., et d'humanité comme ça, qui, pour moi, vous rejoint. Et donc, du coup, ma question, quand je vous ai vu ensemble sur le trottoir, je me suis dit, est-ce que un jour, il fera partie de votre univers de réalisatrice? Voilà. Bah, peut-être. C'est peut-être, oui. Non. Je pense pas là maintenant, mais en tout cas, pour répondre sur la question de l'actrice, oui, j'ai pas beaucoup de propositions parce que les films, voilà, faut les monter aussi financièrement. Donc je pense que les gens ils pensent pas forcément à moi pour monter un film avec des rôles importants, mais j'adore jouer. Après, c'est vrai que je m'amuse peut-être un peu plus à jouer dans mes films. Parce que d'abord, c'est avec moi que j'ai le plus travaillé finalement. Mais j'ai adoré tourner avec Lionel Bayer, Les Grandes Ondes, qui est une comédie vraiment irrésistible que Pauline Gaillard a montée. Et puis, non, j'ai des propositions. Il y a des gens qui me font des propositions de rôles magnifiques, voilà. Mais je ne peux pas en parler parce que voilà, c'est encore un peu secret. Mais non, mais oui, j'adore jouer. Après, jouer dans mes films, c'est toujours un peu frustrant parce que je n'ai pas le même plaisir et à jouer. Alors à jouer, si, parce que je m'amuse quand je joue dans mes films, surtout quand c'est des comédies, et j'aime jouer que dans mes comédies. Je ne joue pas dans les films dramatiques, ça ne m'intéresse pas de me diriger dans un drame. Donc ça, c'est mon principe, on va dire. Mais en tant que metteur en scène, jouer dans mes films, c'est pas très marrant pour moi comme metteur en scène, parce que c'est hyper fatigant, j'arrive pas à voir, donc souvent je dis fais-moi une doublure, puis je m'énerve après elle, parce que je trouve qu'elle va pas comme il peut. Enfin voilà, non mais c'est dur, parce qu'il y a un truc de schizophrène, quoi, où on veut être à la fois devant, derrière, on n'y arrive pas. Enfin, donc l'idéal serait peut-être que je demande à un metteur en scène que j'estime de me mettre en scène dans une histoire que j'écrirais, mais ce serait un peu délicat comme démarche. Enfin voilà, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais non, mais j'aime bien jouer, bien sûr. Mais je considère d'ailleurs que je suis une actrice ratée, que c'est pour ça que j'ai fait des films. Non, mais quand je dis une actrice ratée, dans le sens où j'ai pas une vraie carrière d'actrice, quoi. C'est pas mon métier d'actrice qui me fait vivre, si vous voulez. C'est pas ça qui me permet de... Bonsoir. Moi, j'avais une question plutôt pour la Valérie Donzelli, scénariste. Je me demandais, est-ce que vous avez une méthode d'écriture? Est-ce que vous écrivez plutôt seul, plutôt à plusieurs, plutôt des idées personnelles? Est-ce que c'est des producteurs qui amènent des idées? Alors, non, le soir, le matin, je sais pas. Non, j'écris pas seule, mais j'aime écrire. Donc souvent, je prends de vitesse les scénaristes et je me mets à écrire et ils repassent derrière moi. Parce que quand j'écris un scénario, j'aime écrire vite. J'aime pas que ça dure des mois. Des mois, c'est déjà... En général, ça dure quand même quelques mois, mais pas des années, on va dire. J'aime bien faire les choses rapidement. Je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre son temps. Donc voilà, mais je n'écris pas pour les autres. Ça pourrait m'amuser peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas bien répondu à la question. Mais oui, en général, c'est moi qui ai les idées de départ. Je suis à l'endroit de départ de l'idée ou de l'adaptation. Enfin là, pour À pied d'œuvre, par exemple, c'est quand même Pauline qui me dit « Ah, tu devrais lire ce livre et tout ». Et je l'ai lu et je pense qu'elle savait que ça me plairait pour l'adapter. Souvent, elle me donne des idées comme ça, mais le point de départ, par exemple,
de Main dans la main ou de Nona et ses filles. Tout ça, c'est souvent des idées, ou Notre-Dame, c'est des idées que j'ai comme ça, qui me viennent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a une question là-bas dans le coin. Est-ce que vous avez... est-ce que quelqu'un vous a... plusieurs personnes vous a abandonné quand vous avez fait un film, ou vous avez toujours eu du soutien? La question qui tue. Alors, oui, parfois on a des gens qui nous abandonnent. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de producteurs qui ne croyaient pas dans un scénario, mais ils m'ont dit bah non, ça on ne va pas le faire. Parfois, ça peut être des acteurs aussi. Mais par contre, j'ai un vrai soutien sans faille de mes enfants. Ils sont très gentils. C'est pas facile d'avoir une mère réalisatrice, et c'est vrai qu'ils m'encouragent beaucoup et ils me soutiennent beaucoup, et je les bassine beaucoup avec mes histoires. Et puis j'ai le soutien de tous mes collaborateurs, donc j'ai quand même beaucoup plus de gens qui me soutiennent que de gens qui me soutiennent pas. Mais on peut rencontrer des gens qui nous soutiennent pas, et c'est vrai que c'est dur. Merci beaucoup pour votre question, jeune homme. C'est la dernière question. Moi, je me demandais si vous hésitiez dans le choix des sujets de vos films, et si oui, comment est-ce que vous les choisissez? Alors oui, parfois il y a des films que j'ai toujours un ou deux films d'avance. Enfin, j'ai toujours envie de faire des films, donc et parfois je me dis non, c'est pas le bon moment pour faire celui-là. Par exemple, à Pied d'œuvre, c'est vrai que j'étais en train d'écrire un autre film, et je me suis dit non, en fait, c'est ce film-là qu'il faut que je fasse maintenant. Donc j'ai changé de projet en cours de route. Donc oui, parfois on hésite, puis parfois il y a des films que peut-être on ne fait pas. Mais c'est bizarre, c'est comme des petites graines qu'on plante, et puis elles poussent ou pas. Et parfois ça fait un truc pas terrible, et puis quelquefois on sent le potentiel, quoi. Voilà. On attend Notre-Dame 2 alors. Et le remake de Main dans la main. Step by step. Plus tout le reste. Beaucoup de futurs projets. Il faut que je vive très longtemps. Merci beaucoup. Merci en tout beaucoup. cas, Merci beaucoup.